Bonjour, préparer le futur africain afin d'éviter les déboires du passé est une émission culturelle, scientifique, politique bien entendu. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir deux grands panafricanistes. Un qui est de la République démocratique du Congo et qui est lumumbiste depuis des lustres. Il a été l'un des premiers lumumbistes à défendre la mémoire, le parcours, l'œuvre de Patrice Lumumba. Et c'était tout à fait normal qu'on le reçoive ici, au moment où la situation commence à plus ou moins se compliquer en RDC, d'entendre Jean-Paul Kassandé, lumumbiste convaincu et convaincant. Monsieur Jean-Paul Kassandé, Mbote. Mbote Mingi, Mbote Pena Baye, Bazana Nabiso sur le plateau. Donc, vous venez de me le présenter. Je commencerai par, chez nous on ne dit pas madame, mais permettez-moi, en tant que panafricaniste, Maman Laetitia, et puis Papa Kader. Nous vous remercions beaucoup, grand frère Lassine Camara. La deuxième personnalité est quelqu'un qui à la fois est entrepreneur, écrivain en même temps. Il a écrit un ouvrage restitué les œuvres africaines qui sont en France, en Allemagne, un peu partout. Il a écrit un excellent ouvrage là-dessus et il a écrit un autre livre sur l'océan Congo. Vous savez comment ça s'est passé à l'époque. Il y a eu ce que j'appelle des travaux forcés, beaucoup de morts. Il a lui-même ses parents qui faisaient partie justement à l'époque du lancement de ce qu'on appelle à l'époque l'océan Congo. C'est en même temps une personnalité qui fait ce qu'on appelle de l'événementiel. Et croyez-moi, il était lui aussi à Cannes, au même titre que Laetitia qui était à Cannes, qui a brillé à Cannes, Laetitia qui a chanté. Et notre ami Kader Keta était lui aussi à Cannes, il s'en expliquera tout à l'heure. Bonjour l'écrivain Kader. Bonjour doyen, bonjour monsieur Lanciné, bonjour Laetitia. Très très heureux d'être là, de partager le plateau avec d'éminentes personnes aujourd'hui. Merci. Alors, qu'on plante bien le décor. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les choses commencent à se dégrader. Le chef d'État, je le montre ici, Laurent Désiré Kabila, est venu en 1999. Il était plein de confiance, plein de projets, et c'était un grand idéaliste. Il a été reçu par Jacques Chirac. Nous l'avons filmé. Nous l'avons filmé au moment où il serrait la main à Jacques Chirac. Il nous a reçus après la visite à l'Élysée, après son entretien avec Jacques Chirac. Nous lui avons dit que Laurent Désiré Kabila, vous êtes un excellent idéaliste, vous vous êtes battu pour faire partie Mobutu, mais maintenant, les choses sérieuses commencent. C'est simple de faire partie Mobutu avec l'aide des Angolais, des Ougandais et surtout des Rwandais. Ce n'est pas suffisant. Mobutu est parti. Il faut maintenant mettre en marche un État de droit, un État fort, un État respecté. Il a promis de le faire. Il se trouve que des gens comme Kagame et beaucoup d'autres n'étaient pas ses frères ni ses amis. Ce sont des gens qui sont des affairistes. Et comme ils savent que la République démocratique du Congo a des matières premières, c'est uniquement la raison pour laquelle ils ont aidé Laurent Désiré Kabila à faire partie de Mobutu. Laurent Désiré Kabila prend le fauteuil, la mafia l'assassine. Il a été assassiné par la mafia. Et on met dans le fauteuil présidentiel son prétendu fils qui s'appelle Kabila, Joseph Kabila. Comment on dit son nom encore?
Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Katenga, Kabange. Kabange. On le met sur le fauteuil. Au lieu de bâtir un état de droit et surtout saluer la mémoire de son père, réhabiliter la mémoire de son père, ça n'a pas été le cas. Il reste 18 ans au pouvoir. Entre-temps, la mafia gangrène le pays. On tue, on pille les matières premières. Ils ne bougent presque pas. Aujourd'hui, entre-temps, c'est Tshisekedi qui arrive. Tshisekedi prend le pouvoir. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il n'a pas demandé des comptes à Joseph Kabila. C'était le moment de lui dire, vous êtes resté 18 ans au pouvoir, tout le monde sait que vous avez beaucoup d'argent en Suisse, aux États-Unis, en France et ailleurs. Il faut d'abord ramener tout ce que vous avez emmagasiné comme pognon. Il ne l'a pas fait. Entre-temps, Kabila, avec Kagame et ceux qui sont à Goma actuellement, s'entendent d'une façon ou d'une autre. Ce que nous craignons, que la République démocratique du Congo ne soit balkanisée. Soyons clairs. Vous avez vu le temps de les choses comme Tchombe. Quand Tchombe était là, il a voulu balkaniser la République démocratique du Congo. À l'époque, c'était le Katanga. Aujourd'hui, c'est Goma. On ne peut pas ne pas en parler de manière apaisée. La première question, elle va directement au lomombiste. Qu'est-ce que vous pensez actuellement de la situation dans votre pays, M. Kassandé? Pardon, je vous remercie beaucoup. Je voudrais me présenter. Absolument. Je suis Jean-Paul Kassandé, JPK pour les intimes, avec une autre dénomination, le lomombiste pur, dur et vrai. Je suis organisateur d'hommage aux nationalistes lomombistes, exécutés en 1961 et tant d'autres qui avaient suivi. Et je crois qu'on est mieux servi que par soi-même quand nous parlons de Lumumba. Il était un grand homme. Il faut parler franc. Tout à l'heure, vous avez présenté Laurent Désiré Kabila. Je voudrais apporter une rectification. Ce n'est pas en 1999 qu'il est arrivé. Je ne sais pas si vous vouliez dire qu'il a pris les pouvoirs. À Paris. À Paris, non, ce n'est pas 99. Ah ben, si. Je suis, s'il vous plaît, permettez-moi, vous m'avez donné la parole, Oui, ce n'est pas un débat, vous on est avec en moi. démocratie. Je suis cette personne qui avait organisé bien avant. Il était venu, je crois qu'au 38e sommet France-Afrique, en novembre 1998. Oui, c'est vrai. Et je suis parmi des initiateurs de l'accueil de Laurent Désiré Kabila en France. Au 5 rue de la Réunion, la première réunion préparatoire. Nous étions avec Sam Mangwana, le chanteur, qui est aujourd'hui en Angola, et paix à son âme, Bovik Chamar. C'est nous, malheureusement, permettez, en Afrique, particulièrement en RDC, on fait croire aux gens que les moustiques produisent du miel alors que tout le monde sait que ce sont les abeilles. Alors, je rectifie, ce n'est pas 1999, C'est 98. 98. Ouais. Et il a rencontré la communauté congolaise. J'ai vu la photo, j'étais présent, le 27 novembre 1998, jour de son anniversaire. C'est ce que je voulais rectifier. Voilà. Alors, vous m'avez posé la question que rien ne va pas aujourd'hui. Parlant sincèrement, pour juger la situation actuelle, la situation politique de la République démocratique du Congo, il faut alors revenir en arrière pour parler de l'historique de l'indépendance du Congo. Comment, 2 mois et demi après qu'il y ait eu pour la première fois dans ce pays une élection législative en mai 1960, organisée par la Belgique, pays colonisateur,
et qui, malgré de partis politiques adversaires, pour ne pas dire ennemis, à Patrice Lumumba, je dis bien, entre le 22 et le 23 mai 1960, il y a eu des élections législatives. La Belgique organise ces élections dans le but de contourner Lumumba. Pourquoi? Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la Belgique avait créé un parti politique que je qualifie de néocolonialisme, le PNP, Parti national progressiste qu'on appelait Parti des nègres payés. C'est très important, s'il vous plaît, permettez-moi. Et il y a eu la BACO, Alliance des Bakongo de Joseph Kasavubu. Je vous cite maintenant les partis politiques adversaires. Il y a eu les CONACAT, Comité national du Katanga de Moïse Tshombe. Il y a eu le mouvement national congolais Kalonji. Il y a eu le PINA, Parti de l'unité nationale des gens Bolikango. Il y a eu l'INIMO, l'Union des Mongo, de Justin-Marie Bomboko. Vous comprenez que ces 7 partis politiques étaient les adversaires du mouvement national congolais de Patrice Lumumba. Il y a eu des élections. La Belgique avait proclamé ces élections. Et c'est le mouvement national congolais de Patrice Lumumba qui avait gagné, qui était premier. Malheureusement, aucun parti politique n'avait la majorité parlementaire. Donc il fallait faire recours à ce qu'on appelle aujourd'hui les alliances. Donc l'alliance politique au Congo, c'est Patrice Emery Lumumba qui l'avait créée. N'ayant pas la majorité parlementaire, il a signé un protocole d'accord avec 3 partis politiques. Et c'est important. C'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas parler de l'histoire du Congo sans voir un peu donc c'est historique. Donc Lumumba va signer un protocole d'accord avec le Parti solidaire africain de Antoine Kizenga, les cartels de Baluba du Katanga. Vous venez parler de Tshombe, mais lors de la création, au fait, au Katanga, vous aviez 2 tendances politiques, des grandes familles politiques. Vous avez les Konakat avec Tshombe et vous avez les cartels de Baluba du Katanga. C'est là, avec Jason Sendwe, on fait alliance avec Patrice Lumumba et un parti politique qui s'appelle CEREA, Centre de recherche africaine. Ce parti politique avait une particularité. S'il vous plaît, monsieur Lassiné, le Congo a des problèmes aujourd'hui avec le Rwanda. Moi, je dis c'est un faux problème. C'est un faux problème. Quand on voudrait noyer son chien, on l'accuse de rage. Parce que ce parti politique qui est le Centre de recherche africain avait 2 leaders. Anissé Kachamura, qui est Hutu d'origine rwandaise, s'il vous plaît. Et Marcel Bissi-Kiro, qui est aussi d'origine rwandaise. Ils étaient là. Même à la table ronde, ils étaient là. Pourquoi ils étaient là? Parce que nous avons eu le malheur, nous, RDC, hier, reclus du Congo, d'avoir été colonisés par la Belgique. Et la Belgique n'a eu que 3 colonies. Le Rwanda, Urundi et le Congo belge. Ce qui fait que, en Belgique, ils ont des problèmes entre eux, les Wallons et les Flamands. Ils ne s'attendaient pas. Même leur roi est d'origine allemande. Donc nous avons hérité d'une mauvaise colonisation. Les Wallons et les Flamands ne s'attendaient pas, tout comme la Belgique avait retrouvé dans ses colonies les Hutus et les Tutsis, qui étaient au Rwanda et au Burundi. Les guerres datent depuis longtemps.
Ce qui fait que la Belgique, au lieu de résoudre le problème des Hutus et Tutsis à l'époque coloniale et dans leur territoire où ils sont autochtones, comme on a la frontière, qu'est-ce qu'il faut? Il faut venir, quand c'est les Hutus qui sont génocidés, il faut venir les Tutsis. Ils s'installent. Quand c'est les Tutsis qui sont génocidés, ils font venir les Hutus. Donc, au Congo, il y a eu l'immigration de ces deux clans qui ne s'attendaient pas et ils viennent au Congo. Mais quand ils viennent au Congo, comme ce sont des agriculteurs, ils trouvent que la terre est vaste, ils s'installent là. Et nous, dans cette ambiance coloniale, on oublie, on les considère des frères. Il n'y a rien à penser. Je vous parle franc, monsieur. Absolument. Voilà le problème que nous avons. Peut-être on n'a pas le temps pour parler de ça. Alors, revenons à nos moutons, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui est surprenant? Qu'est-ce qui est surprenant? Qu'est-ce que les lumumbistes n'avaient pas fait? Parce que ils ont la majorité parlementaire. Je parlais du protocole d'accord. Lumumba, qu'est-ce qu'il va dire aux Congolais? Ok, il y a élection, mais attention. Le peuple nous a choisis. Parce que le peuple a notre amour. Mais le peuple ne nous avait pas choisis parce que nous sommes des personnes intelligentes. Le peuple n'a pas encore vu comment nous allons gérer le pays. Pour l'unité, nous allons faire ceci. Tout le monde s'était battu pour l'indépendance. Nous allons prendre la primature parce qu'en démocratie, c'est le gouvernement qui gouverne. Nous allons laisser la présidence de la République aux vaincus des élections et le Sénat aux vaincus des élections. C'est comme ça, messieurs, que Lumumba va composer un gouvernement d'unité nationale. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un homme politique congolais ou un pouvoir qui a fait comme Lumumba. À la grande surprise, c'est le 24 juin 1960 que le gouvernement de Lumumba prête serment. Et c'est ce jour qu'on avait élu les chefs de l'État par les parlementaires. Ils étaient deux. Lumumba a dit, écoutez, nous avons pris la primature. Le Sénat, la présidence, choisissez entre vous. C'est comme ça que Jean Bolikango et Joseph Kasavubu étaient deux candidats. Mais Patrice Lumumba, entre Jean Bolikango et Kasavubu, il y avait quelque chose. M. Kader de Congo-Brazzaville, peut-être à l'époque, bon, il le saura après, il y a eu une menace de la Bako. Parce que la Bako, c'est l'alliance des Bas-Congo, de plusieurs clans formant les Bas-Congo. Et à l'époque, au Congo-Brazzaville, vous aviez Abbé Philbert Youlou qui était mon Congo. Ils avaient un plan avec Kasavubu. C'est pourquoi on dit que la France avait les droits de création sur l'indépendance du Congo. Pour créer la République du Bas-Congo. Et Lumumba était au courant. Lumumba dit, ma fin, si on crée la République du Bas-Congo, nous perdons la capitale. Il y aura une partie du Congo qui sera amputée. C'est comme ça que Lumumba va donner ordre à ces parlementaires qui avaient la majorité parlementaire d'élire Kasavubu chef de l'État pour éviter ce que nous pouvons appeler la balkanisation. C'est Patrice Lumumba. Et quand Patrice Lumumba réussit de former les gouvernements d'unité nationale, monsieur, s'il vous plaît, jusqu'à aujourd'hui, aucun pouvoir au Congo n'a fait comme Lumumba. Et c'est là que les grandes puissances, parce qu'il faut se référer au discours de Patrice Lumumba. La guerre froide, c'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'à 80 ans de colonisation, la Belgique, qui vendait, qui était devenue développée grâce aux richesses congolaises, n'avait pas fini d'extraire des minéraux sous le sous-sol congolais. La Belgique n'a fait que s'occuper d'une province, les Katanga, alors que toutes les autres provinces aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a des parties qui sont plus riches que les Katanga. Donc la Belgique va mettre la main sur sa tête en disant, ma faim et tout ça, on va laisser aux Congolais? Non. C'est comme ça qu'ils ont fait un coup. La mutinerie de forces armées congolaises, parce que c'est vrai, non, la Belgique n'a rien fait. Donc Lumumba
a peut-être commis une erreur, mais ce n'est pas de sa faute. Il a dit, bon, nous sommes indépendants, mais nous avons besoin de formateurs militaires pour former nos militaires. Il met en tête un général, c'est la coopération militaire. Malheureusement, ce militaire, du général Janssens, va dire aux Congolais, avant l'indépendance égale après l'indépendance, il dit, mais écoutez, vous ne voyez pas, le monde était agent dans un bureau pour ça, il est devenu Premier ministre, mais vous êtes des caporaux. Et l'armée, qui n'était pas formée, qui n'est pas intelligente, qui ne comprend rien, se révolte contre le Mumba. Mais vous étiez commis colonial, vous êtes devenu Premier ministre, nous, on ne peut pas rester caporal. Et là, le Mumba va donner le Congolais des grades qu'il ne méritait pas. Et cette mutinerie a poussé Joseph Kasavubu. On lui dit, mais attends, il y a des problèmes, il faut arranger ça. C'est comme ça que le 5 septembre, parce qu'on n'a pas assez de temps, 1960, le Mumba va être révoqué par Joseph Kasavubu. Kasavubu dit que non, monsieur, vous ne pouvez pas me révoquer. Vous avez été élu par le... Non, vous n'avez pas été élu par le peuple. C'est le peuple qui vous a élu grâce à nous, donc c'est à vous de partir. Tout ça, on avait créé des problèmes parce que le Mumba, sur la voie constitutionnelle, on ne pouvait pas l'avoir. Et le 8 septembre, les parlementaires se sont réunis pour omettre de partager le Mumba. Ils avaient donné plein pouvoir à Patrice Lumumba. Non, juste une seconde. Ah oui, parce qu'il faut que les autres prennent la parole. Bon, alors, écoutez, non, parce que vous avez touché un sujet dont il faut parler. Donc, en résumé, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas étonnant. C'est l'œuvre des impérialistes qui n'ont jamais voulu laisser les Congolais vivre en paix. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le manque d'expérience de nos hommes politiques qui n'ont aucune idéologie, genre Lumumba, à suivre. Parce que ce que nous avons comme problème aujourd'hui, c'est lequel? Vous avez dit que Kabila n'a rien fait. Mais Kabila aurait pu faire quoi? Ceux qui l'ont mis au pouvoir, ne savaient-ils pas qu'il n'avait pas une expérience politique? Alors, je vais essayer de bien cadrer tout ça. Voilà, c'est ça le problème, parce qu'il faut partir sous la base. Ah, je suis très content. Parce qu'on va mettre des choses sur Tshisekedi, sur Kabila, alors qu'en réalité, l'homme orchestre de la déstabilisation de la situation actuelle, c'est la communauté internationale. Lumumba l'avait dit dans son discours adressé à la jeunesse congolaise, je voudrais terminer, qu'on ne nous laissera pas en paix à cause de non-richesses. La seule chose qu'il faut demander aujourd'hui, c'est que les politiciens congolais prennent conscience en suivant le message, les combats de Lumumba. Malheureusement, est-ce qu'on trouve aujourd'hui des vrais lumumbistes purs, durs et vrais qui veulent vraiment que les Congos avancent et l'Afrique? C'est là que nous allons chercher les responsables de la crise actuelle au Congo. Il faut bien comprendre la situation. En 98, donc pas en 1999, on savait tout ça. Quand Laurent Désiré Kabila est venu, quand il nous a reçus avec un journaliste congolais qui s'appelle Mobé, Anissé Mobé, qui était un excellent journaliste, paix à son âme. Il a tout expliqué, ce que tu viens de dire. On a dit à Laurent Désiré Kabila, raison de plus, puisque le pays est visé par les capitalistes, la mafia impérialiste, entourez-vous de bons gestionnaires congolais qui sont un peu partout. Et Anissé Mobé a bien fait de lui dire, les Rwandais ne sont pas nos amis dans cette affaire. Il est congolais, il connaissait la situation, il savait que Kagame et les autres, même s'ils ont soutenu Laurent Désiré Kabila pour prendre le pouvoir, mais ils venaient aussi pour faire des affaires. Et c'est là où on a dit, il vaut mieux, pour vous séparer d'eux, de dire que vous allez faire un marché commun régional. Dans ce marché commun régional, si vous avez telle matière par rapport au Rwanda ou à l'Ouganda, ils viennent, ils se servent. Mais si eux, ils ont telle matière par rapport à la RDC, nous, les gens de RDC vont, ils s'en servent. Maintenant, le problème s'est aggravé, c'est que Kabila a assassiné, son fils à sa place, les mêmes impérialistes passent par le fils de Kabila. Ça, je te le dis tout de suite. Kabila fils était la main armée des capitalistes, des prédateurs de votre pays. C'est ça toute la vérité. Et je rends hommage à la justice militaire qui dit aujourd'hui à Kabila fils, il faut rendre compte. Rendre compte ne veut pas dire qu'on va te mettre en prison. Mais comment se fait-il que tu passes toujours par Goma
Goma qui vient, où les militaires viennent assassiner nos populations, comment tu vas tout le temps là-bas? C'est quelque chose, il ne va pas. Maintenant, je suis très content d'avoir sur le plateau quelqu'un qui est de Brazzaville. Il va donner son point de vue parce que lui, il ne peut travailler qu'à l'apaisement. C'est-à-dire qu'il sait que si ça ne va pas en République démocratique du Congo, ça va rejaillir sur la République de Brazzaville. Cher ami, en tant qu'écrivain, hein, quand tu écris qu'il faut restituer les œuvres africaines à nos pays, alors en tant que ressortissant de Brazzaville, qu'est-ce que tu penses de la situation? Ben, merci beaucoup. C'est très intéressant parce que le débat qu'il a été, on est parti dans l'histoire. Effectivement, pour comprendre le présent, il ne faut pas faire l'économie de l'histoire. Et merci beaucoup de rappeler l'histoire. Mais dans tout ce que je vais faire un pas de côté par rapport à tout ce qu'on a entendu. Au lieu de rentrer dans des querelles, l'impérialisme, le colonialisme, les forces extérieures, je vais parler de l'homme africain. Vous avez bien compris, l'indépendance a été donnée. On ne s'est pas battu pour avoir l'indépendance, mais on a vécu quand même 150 ans de colonisation. On a eu un paternalisme très exagéré de la part de la Belgique. J'ai entendu une belle phrase de mon grand frère à côté qui a dit qu'effectivement, on a eu la malchance d'avoir le mauvais colon. C'est très intéressant. Non, mais c'est très intéressant. Moi, je pense que la problématique de la République du Congo que nous avons aujourd'hui à gérer, c'est une problématique africaine, totalement africaine. Elle traverse effectivement les frontières héritées de la conférence de Berlin. Il faut aller beaucoup plus loin. Et j'ai bien aimé qu'on montre que entre le Congolais et le Rwandais, c'était le même peuple, quasiment. Et donc, mais qu'est-ce qui vous a dit que c'était un outil et qu'il fallait qu'ils soient en guerre? Les Bas-Congo, les Baluba, qu'est-ce qui a créé? C'est l'homme blanc. Il a raison. Puisque l'homme noir, lui, accepte de vivre dans ce confort qu'on va lui donner. D'ailleurs, l'homme blanc n'est pas bête. Je vais donner le gâteau à celui-là, priver celui-ci. On a vu ça au Congo, on a vu ça à la RDC, on a vu ça en Afrique du Sud. On le voit partout, c'est la technique coloniale. C'est le système colonial qui a été mis en place. Ils ont été plus malins. Arrêtons de leur jeter de la pierre. Ils ont travaillé pour leur peuple. Ils ont travaillé pour leurs intérêts. Et c'est à nous, les Africains, de comprendre ça. Cette logique d'intérêt. Le problème de l'Afrique, et le grand frère l'a dit tout à l'heure, Jean-Paul, il est clair qu'il n'y a pas de leaders qui ont une vision. Si vous n'avez pas de vision, si vous avez des gens qui prennent le pouvoir uniquement pour avoir le pouvoir, et vous avez bien parlé, comment on peut résoudre le problème du Zaïre et du Congo avec le Rwanda? On va régler un marché commun. On va voir comment on va prendre les richesses. Alors, ces gens-là sont devenus tous des milliardaires. Donc, on fait fausse route. Quand on comprend le débat, quand on prend le débat aujourd'hui, en cours, avec les institutions qui ont été posées par le colon, avec les règles qui ont été posées par le colon, et on joue une musique que nous n'avons pas écrite, on danse une danse où on ne connaît même pas les pas de base, et on estime, on est tout heureux, on est tout là, criard, en train de dire, nous participons, nous vivons, nous existons. Non, l'Afrique, le Congo, prenons un pas de côté, prenons une réflexion. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est tout à fait normal. On a divisé pour mieux régner, qui existe depuis les Romains, appliqué par le blanc, continué par ceux qui ont repris le pouvoir après le colonialisme. Quand vous avez des dirigeants qui étaient pauvres avant et qui se retrouvent millionnaires aujourd'hui, pourquoi voulez-vous qu'ils vous lâchent? Ils continuent. Ils travaillent pour eux. Quand vous avez des gens à qui on demande les comptes qui ne peuvent pas rendre des comptes, mais celui qui demande les comptes lui-même, est-ce qu'il est capable de rendre des comptes? Non. Parce que la problématique aujourd'hui, les Lumumba dont on parle, sont des monstres sacrés pour nous. C'est pas parce qu'ils étaient plus forts que nous. C'est parce qu'ils ont incarné des valeurs que nous recherchons aujourd'hui. L'intégrité, les valeurs africaines, les valeurs propres à l'Afrique. Cette solidarité, cette fraternité qui va faire que c'est pas parce qu'il y a un drapeau différent que tu n'es plus mon frère. Et ça, c'est quelque chose d'important, je pense déjà. Et c'est pour ça que quand le doyen Lancené dit que ce qui se passe au Congo peut rejaillir au Congo-Brazzaville, mais je lui dis, ça peut rejaillir en Angola, ça peut rejaillir absolument partout. L'Afrique a besoin de retrouver ses valeurs, de comprendre son histoire, ne pas ignorer cette histoire. Vous avez compris que l'histoire que vient de nous rencontrer Jean-Paul aujourd'hui, JPK, c'est une histoire de division orchestrée par l'homme blanc,
Mais qui est le joueur qui joue? C'est l'homme noir. Qu'est-ce qui trahit l'autre? C'est l'homme noir. C'est l'Africain, c'est notre frère. Donc, vous avez fait 400 ans d'esclavage, plus de 400 ans d'esclavage. Vous avez vendu vos frères. Vous avez créé un traumatisme entre nous. Nous avons créé un traumatisme entre nous. On n'a pas confiance à l'autre. Moi, quand tu m'as vendu, j'ai plus confiance en toi. Mais ça, c'est un traumatisme réel. Et nous arrivons à la colonisation où l'Européen, l'impérialiste dont on parle, lui, il est venu pour chercher son intérêt. C'est toi nous, on était combien? Les Africains, ils étaient combien quand les colons sont arrivés chez nous? Est-ce que les colons étaient plus nombreux que nous? Non. Mais en étant 10, 30, ils ont pu mettre à genoux 200, 300, 400 000 personnes. Pourquoi? Mais parce que l'homme noir essaie de travailler contre son intérêt, contre l'intérêt de son peuple. Donc, si on arrive à avoir des dirigeants qui ont une vision, si on arrive à avoir des dirigeants qui viennent au pouvoir, pas pour s'enrichir, parce que vous avez compris qu'au Congo, comme dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, les gens sont incapables de faire du business. Ils sont incapables d'être des chefs d'entreprise comme nous, on essaie d'être ici. Ça, c'est très difficile d'être chef d'entreprise. Il faut négocier, il faut savoir manager du personnel. Quand vous avez du personnel, ça, ils sont incapables. Mais par contre, quand on fait de la politique, c'est très facile de devenir riche. Alors, quand Charles Onana écrit le livre pour mettre les points sur les i, Charles Onana lui-même est menacé. C'est un journaliste d'investigation qui a beaucoup écrit sur le travail mafieux effectué par le voisin Kagame, au point que Kagame lui aussi en veut à Charles Onana. Et je pense que la République démocratique du Congo, dans l'état actuel des choses, doit rendre d'abord hommage aux religieux, aux catholiques, aux prêtres, tous ceux qui jusqu'ici ont dit qu'il fallait d'abord moraliser la vie politique. Là, les religieux, je les admire pour ça. C'est pas leur devoir, c'est pas leur rôle. Mais ils ont dit, écoutez, dans ce pays, il y a d'abord la corruption. Et en même temps, il y a ce qu'il faut appeler les prédateurs locaux. Et ça, quand tu en parles très bien. Quand les prédateurs locaux s'allient avec les prédateurs internationaux, c'est le chaos. C'est le chaos. Alors, ce que nous voulons, avant de passer la parole à Laetitia, c'est qu'il faut trouver une solution maintenant. C'est-à-dire que le débat comme celui-ci, c'est de trouver des solutions maintenant. Est-ce que Kabila va comprendre ses erreurs et demander pardon? À ce moment-là, il peut parfaitement faire acte de candidature prochainement, parce qu'en fin de compte, ce qu'il veut, c'est de faire la guerre et prendre le pouvoir à Goma et avoir peut-être, un peu comme Moïse Tombé l'avait fait. Il faut éviter ça. Ce serait une bêtise. Parce que si Goma tombe dans les mains de Kabila, eh bien, Goma va se dresser contre le reste de la République démocratique du Congo. Il faut éviter. Maintenant, l'élection n'a pas encore lieu. Il est à Goma. Est-ce qu'il reconnaît ses erreurs? Est-ce qu'il aime vraiment ce pays? À ce moment, il dit, voilà, même si je suis à Goma, je reconnais mes erreurs, je reviens à la table de négociation avec les religieux, avec la société civile, avec les lumumbistes, pour trouver une issue heureuse. Il n'est pas encore tard. Ça dépend, à mon avis, beaucoup plus de Kabila fils que du reste des hommes politiques. Qu'on aime Tshisekedi ou pas, il a eu le courage quand même de dire qu'écoutez, à partir du moment où ce monsieur va fanfaronner, souvent à l'extérieur du pays, c'est-à-dire il sort, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de soutien, surtout celui de Kagame. C'est ça la vérité. Et puis Kagame, il n'a pas honte. Comment il peut attaquer un grand pays qui peut lui être utile comme il le fait avec la mafia? Et en plus, quelqu'un a parlé de l'Union africaine. C'est à l'Union africaine de taper sur la table. Vous arrêtez vos conneries. Kagame, tu arrêtes définitivement où on t'exclut de l'Union africaine. Déjà, l'Union africaine, il faut le rappeler à l'ordre. Maintenant, il y a la jeunesse qui est là. Elle est de la République du Cameroun. Elle est artiste et en même temps, elle est journaliste. On veut voir son regard de jeune fille sur la situation d'un grand peuple, d'un grand pays comme la RDC.
Laetitia. Ben, merci beaucoup, Lanciné, pour la prise de parole. Donc moi, j'ai entendu beaucoup de choses là dans les discours et dans les échanges. On a parlé notamment de vision, mais aussi par rapport à l'histoire, de se dire qu'effectivement, il y a un impérialisme, pardon, qui a pris le dessus, qui fait qu'on est dans ces divisions. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai simplement envie de dire, c'est qu'on arrive quand même dans une ère du changement. Donc, se rappeler, c'est vraiment très important. Mais ma question déjà, c'est est-ce que réellement attendre le pardon d'une personne, est-ce que ça va réellement changer les choses? Personnellement, par rapport à la façon dont on voit les choses en tant que jeunesse, je ne suis pas sûre. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut voir les choses comme elles sont aujourd'hui. Parce que c'est vrai que pour comprendre déjà son futur, il faut comprendre le passé, mais il faut aussi être dans le présent. Aujourd'hui, on est dans une ère où tout change, où on est dans l'action, où la jeunesse se rend compte justement de tous ces dysfonctionnements. Mais là où elle a besoin, c'est d'avoir la bonne transmission. La bonne transmission par rapport à l'histoire de son pays et qui est aussi l'histoire du continent. Donc maintenant, quand on nous parle de vision, moi, j'ai envie de vous poser cette question à tous les deux. Le travail réel qui est à faire, est-ce que c'est pas simplement un travail de mentalité en soi? Parce qu'au final, même si, et c'est ce que vous avez dit, Jean-Paul, même si on arrive avec un visionnaire, mais si le chantier qui est en place est avec les mêmes dysfonctionnements que ses prédécesseurs ont connus et qui sont au-delà même des process mis en place, mais plus au niveau mental, est-ce que ça va vraiment aider la personne visionnaire à pouvoir faire changer les choses? Alors qu'aujourd'hui, on a quand même une jeunesse qui est quand même consciente, un peu plus consciente de ses, on va dire, de ses valeurs et de la richesse et des ressources, puisqu'elle en est elle-même une. Hem, Vous disiez qu'il est difficile de faire de l'entrepreneuriat parce qu'il y a un manque, voilà, de fonctionnement. Moi, je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'on a en Afrique quand même des personnes qui savent faire des Non, affaires. je disais que les hommes politiques, Oui, voilà. eux, ils ont du mal à faire des affaires, ils ne prennent pas ce chemin qui est compliqué, mais ils prennent la facilité, la raccourci. C'est la politique, vous devenez riche. Hein, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, J'ai précisé ma pensée. mais du coup, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est parce qu'on parle d'action. Enfin, les actions, elles sont pas plutôt sur les mentalités, parce que c'est bien de vouloir faire des actions, c'est bien de vouloir entendre quelqu'un s'excuser sur les déboires du passé, mais très concrètement. Quand on a des visions aujourd'hui, on se rend compte que même nous, la jeunesse, c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément justement ce côté fédérateur, que ça soit des anciens, de pouvoir justement avoir des voix qui nous permettent d'avancer ou même du chantier qu'on a là aujourd'hui. Donc moi, ce que j'aimerais entendre plutôt de vos parts, quand on est conscient en fait de tout ça, quand on est conscient de tous ces dysfonctionnements, quelles sont réellement les actions que nous pouvons mettre en place pour commencer déjà à gommer toutes ces différences qu'on nous met, même quand on parle de RDC ou même Brazzaville. À la part, on parle quand même du Congo, mais on est toujours en train de dire le Zaïre ou le Congo-Brazzaville, déjà sur ce point-là. Et de deux, de se dire si demain, un visionnaire, et même pas demain, c'est maintenant, parce qu'il y en a des visionnaires, arrivent pour justement être à l'échelle où on donne la continuité d'un Lumumba, quels vont vraiment être ces outils pour pour qu'il puisse y avoir un changement et que ces déboires que nous sommes en train d'observer depuis quand même plusieurs décennies puissent changer. Parce que c'est beau de vouloir faire des choses, mais si le chantier qui est en place, il n'est pas déblayé, c'est comme avec planter des graines dans un sol aride. Ça ne poussera pas. Voilà. En grande partie, sur le plateau, je crois que le sujet plus que République démocratique du Congo, mais je vais vous dire la situation de mon pays est celle-ci, politiquement. L'opposition congolaise, depuis l'assassinat de Patrice Lumumba, ne s'était jamais préparée pour prendre le pouvoir. On ne prend pas le pouvoir pour le plaisir qu'on voit que vous êtes président, premier ministre ou vivre dans le luxe. C'est pour développer un pays. Actuellement, le chef de l'État, c'est Félix Tshisekedi. Le président congolais, Tshisekedi,
vient d'un grand parti politique qui s'appelle l'UDPS, dont Étienne Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Parce qu'Étienne Tshisekedi, c'est depuis, quoi qu'il est, il est né en 1930, c'est depuis l'âge de 30 ans, depuis 1960 jusqu'à sa mort qu'il a fait la politique. Le père. Le père. Le fils, lui-même l'a dit, il a vécu dans les luxes, lui-même l'a dit, parce qu'il a passé son temps en Belgique. Lui-même l'a dit, il est quinois. Il devient président de la République. Le problème, moi, ce n'est pas le fait que je suis lumumbiste, non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Lumumba, le lumumbisme, c'est l'élégance à politique, ce n'est pas le luxe, parce que le luxe, c'est l'argent, comme voulait dire M. Kader. Moi, là où je suis surpris, comment expliquer que l'UDPS arrive au pouvoir avec 37 ans d'opposition? Est-ce que c'est comme si l'UDPS ne s'était pas préparé pour prendre le pouvoir? Parce que si réellement l'UDPS s'était préparé pour prendre le pouvoir, le 24 janvier 2019, il y a eu alternance. Il devrait faire en sorte que personne ne sorte du pays. Comment expliquer que l'UDPS aujourd'hui, le pouvoir actuel, doit se plaindre quand ils ont laissé sortir du pays tranquillement ce monsieur, donc, qui est Joseph Kabila, sa famille et tout, il commence à se plaindre. Pire encore, il y a un défi que Joseph Kabila l'a lancé. Il n'est pas parti loin. Il est à Goma. Et il a dit que il va se battre jusqu'au sacrifice suprême. Il y a un détail que les gens n'ont pas bien vu. À un moment, ce monsieur, donc oui, le président honoraire, avait laissé pousser sa barbe. Quand je vis ça, je me suis dit, oh, il y a un problème. À tel point que beaucoup de Congolais ont commencé à pousser la barbe comme lui. Mais quand il s'adresse aux Congolais à Goma le 25 mai, M. Kader, il est rasé. Attention. Attention. Vous avez parlé de Jacques Chirac. Le jour où Joseph Kabila Kabang est arrivé pour la première fois visite officielle, j'ai le jeune Afrique avec moi. Vous savez ce que Chirac a dit de lui? Qu'il a l'avenir en politique. C'est vrai. Ah. Non, Chirac a dit ça, c'est vrai. Chirac a dit qu'il a l'avenir en politique. Comment expliquer maintenant que le pouvoir actuel ne peut même pas empêcher Joseph Kabila Kabange d'atterrir à Goma et à Bukavu? Attention, monsieur, s'il vous plaît. Donc, je pense que l'UDPS ne s'était pas préparé pour prendre le pouvoir. Et ça va être difficile de déloger Kabila de là. Je parle franc parce que dans son adresse, il a expliqué quelque chose. Oui, oui. Il a dit que les swahiliphones sont attaqués. Attention, les swahiliphones n'est pas une tribu, n'est pas un clan, c'est une langue. Donnez-moi 2 minutes. Cette langue est parlée en Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Kenya, Zambie, Comores, et c'est une langue qui est même enseignée à l'université. Et quand M. Joseph Kabila dit qu'on attaque les swahiliphones, et encore, attention, au Congo, les Kivu, donc l'ancienne Kivu, province orientale, et les Katanga, 3 grandes provinces par les Swahili. Vous ne voyez pas que là, Joseph Kabila prend l'avance sur le pouvoir actuel en désignant le pouvoir actuel qu'il est en train de vouloir commettre un crime contre l'humanité aux gens qui parlent les Swahili. Et là, il fait recours à l'assistance de pays voisins. J'aurais terminé par quelque chose, M. Camara. Pardon, s'il vous plaît. Ce que je ne comprends pas, le président, notre président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous avons 9 frontières. Ça veut dire 9 voisins, 9 frères. Laurent Kabila, quand il était attaqué, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait recours tout de suite à l'Angola. Nabimi, l'Afrique du Sud, pour chasser les RCD. Comment expliquer que notre président actuel, qui fut même à un moment président de l'Union africaine, ne peut pas faire ces démarches autour de pays voisins frontaliers pour leur dire que je suis attaqué par le Rwanda, faites quelque chose? C'est que ce pouvoir ne pèse pas. Non. S'il vous plaît. Nous, oui. Alors, je vous dis ceci, il est regrettable. Tout le monde sait, parce qu'on en parle, que ce n'est pas lui qui a gagné des élections, c'est Fayulu. Ça, c'est un drame politique pour l'actuel chef de l'État. Parce que c'est lui qui, tout le monde sait, présumé lui avoir donné le pouvoir, lui conteste. Je ne sais pas comment il va trouver une solution. Or, ceux qui ont fait partir Mobutu, c'est le Rwanda, le Burundi
et l'Ouganda. Absolument. Ceux qui ont fait la guerre à Laurent Kabila, le père de Joseph Kabila, c'est le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. OK? Or, aujourd'hui, je ne comprends pas comment le chef de l'État actuel, notre chef de l'État Tshisekedi, va aller s'attendre avec Museveni. À sa place, il doit se méfier de tous ces gens-là parce que les RCD, les CNDP, les M23, c'est une création rwandaise. Je ne vois pas la force de notre président. C'est là qu'il y a un souci. Oui, mais Je suis désolé. c'est Fayou qui avait gagné l'élection. C'est ce que tu m'as dit. C'est ce que tu viens Non, de c'est dire. ce que je viens de dire par rapport à Bon. ce que nous attendons. Vous êtes Ce bien que tu placé dis pour que savoir. Fayou, jusqu'ici, est considéré comme innocent, puisqu'il a gagné de manière populaire à l'époque l'élection. Et entre Kabila et Tshisekedi, il y a eu un arrangement, c'est Tshisekedi qui a pris le pouvoir. Alors, il faut faire appel à Fayou. Fayou qui a été populaire, qui a été élu, à mon avis, a son mot à dire. Et dans ce débat, nous lui disons, maintenant, il est venu que toi, tu rassembles les Congolais. Tu laisses de côté le fait que Tshisekedi est venu au pouvoir à ta place et tu rassembles les Congolais. Et c'est à cet appel qu'il faut faire. C'est-à-dire, des gens comme Fayou aujourd'hui doivent être de véritables patriotes, doivent jouer le rôle. Ah si tu as été élu, comme tu l'as dit toi-même, populairement, mais en même temps, on a mis quelqu'un à ta place, ce qui veut dire que tu es coté dans le peuple, que le peuple est avec toi. S'il a été élu majoritairement, c'est qu'il vaut quelque chose. C'est une référence morale, politique, économique. Donc, il faut faire appel aujourd'hui à Fayou en disant, essaye de les réconcilier, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de balkanisation, de rappeler l'histoire longue, pénible, de ce qui s'est passé quand, tu le sais mieux que moi, quand Tombé a fait ce que j'appelle, c'était la plus grosse erreur. Et Tombé, s'il n'a pas réussi son coup, c'est grâce à l'Union africaine, c'est-à-dire, à l'époque, l'Algérie s'est liguée contre Tombé, Sékou Touré s'est ligué, parce que Sékou Touré était un excellent lumumbiste. Et oui, alors ils ont dit non, Tombé, tu ne vas pas casser, tu ne vas pas fracasser l'unité de la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça qu'ils ont mis fin au règne de Tombé. Si Tombé avait réussi son coup, je crois que ça aurait été la guerre totale entre le Katanga et le reste de la République démocratique du Congo. Maintenant, pour être bref, il faut faire appel à Fayou, il faut faire appel à tous ceux qui n'ont pas été compromis dans le piège, qu'ils soient des nationaux ou des internationaux. Il faut faire appel à ces gens-là pendant qu'il y a encore temps. L'élection, c'est bientôt. L'élection présidentielle, c'est bientôt. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y en aura même pas. Alors, oui. Monsieur Camara, parce Oui. qu'il s'agit de mon pays, il faut rendre service. Je pense que les discours de Lumumba le 30 juin, comme a dit M. Kader, il faut un peu revenir à l'histoire. Lumumba avait dit que l'indépendance du Congo sera le centre de rayonnement de l'Afrique. S'il vous plaît. Le Congo, c'est un pays phare pour l'épanouissement de l'Afrique. Nous parlerons un jour, parce que ce n'est pas le moment, de la deuxième conférence panafricaine, 2 mois et demi après l'indépendance du Congo, que Patrice Lumumba avait organisée à Léopoldville. On n'en parlait pas. Je vais vous dire quelque chose. Vous voulez rendre service à la République démocratique du Congo. Bientôt, le 30 juin, donc le Congo aura 65 ans d'indépendance. Ouais. La question qu'il faudrait se poser, moi-même, je me la pose, j'ai peut-être la solution à ma manière. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, à l'heure actuelle, et j'assume ce que je dis, il n'y a pas d'opposition constructive. Il n'y a pas de pouvoir constructif. Tout le monde court derrière l'argent. C'est comme si développer le Congo, quand on est président, quand on entoure le président, c'est voler, détourner ou détriment du peuple. La question qu'il faut se poser, quel est l'homme providentiel aujourd'hui au Congo à qui on peut faire confiance dans l'opposition et aujourd'hui au pouvoir? Donc, on va chercher des hommes qui sont politiquement vierges, qui ne se sont jamais compromis. Est-ce qu'il y en a? S'il n'y en a pas,
je rejoins M. Kader et Mme Laetitia, la nouvelle génération africaine doivent tirer les leçons de l'histoire. Et c'est le travail que Jean-Paul Cassendé fait. Parce que le monde avait dit que si je mourais demain, c'est qu'un blanc a réussi d'armer un noir pour me tuer. Aujourd'hui, avant l'indépendance des pays africains, et surtout les Congos, parce que les gens n'en parlaient pas. Nous, on n'avait même pas 3 universités. Aujourd'hui, quand vous voyez au Congo, les universités sont partout. À quoi servent ces universités? Vous avez les traités. Moi, je ne peux pas comprendre que les... Vous savez, il faut voir les gouvernements de Tshisekedi aujourd'hui, même des musées ou quoi. Tous ces gens-là, M. Kader, ont fait Sorbonne. Sorbonne. Ils sont professeurs à ceci, docteurs à ceci, cela. Ce qui me surprend, le monde s'est inspiré de la Révolution française. Comment expliquer que nos frères là qui dirigent aujourd'hui la RDC ont fait Sorbonne, tout ce que vous voulez, et quand ils partent, quand on leur donne la place au gouvernement, ils deviennent pires que des colonialistes. C'est les combats que nous menons aujourd'hui. Il faut que la jeunesse prenne conscience. C'est fini le truc. Juste un petit mot que je n'ai pas pu dire. Merci beaucoup Jean-Paul. Le truc qui est important, que je voulais dire, Laetitia, le débat, tout ce que vous êtes en train de dire, nous sommes en train de vouloir partir, on est obligé d'être sur un terrain politique. De dire qui est bon, qui est mauvais. C'est pas notre rôle ici, puisque nous ne sommes pas des acteurs politiques de l'autre côté. En tout cas, moi, en tant qu'écrivain, c'est pas mon rôle. Mon rôle à moi, d'abord, je vous invite tous, c'est dommage que je ne l'ai pas dit, de relire Aimé Césaire, Une saison au Congo. Absolument. Tout est écrit dedans. Tout est ce qui se passe aujourd'hui. Une saison au Congo d'Aimé Césaire, tu retrouves les mêmes éléments. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire, on est en train de jouer le même film, dans le scénario que tu connais, c'est-à-dire que Kabila, il revient. On va faire la guerre entre Kabila et l'autre, là, comme il s'appelle, Tshisekedi. Mais c'est des marionnettes, non? C'est connu. C'est le scénario que le blanc écrit depuis le début. Et que les noirs jouent à merveille. Mais c'était ça la question, c'est parce qu'on reprend ce discours-là, mais cette nouvelle génération, elle est un peu au-dessus de ça, elle est plus là. C'est pour ça que c'est bien d'entendre Jean-Paul, c'est bien d'entendre le doyen, parce que j'ai entendu Laetitia, on en a discuté un peu. Moi, je suis entre Laetitia et vous. Et déjà, ma génération à moi, j'ai dit à Laetitia, nous avons amorcé le truc, eux, ils sont plus là. Là, c'est plus dans l'action. Ils sont plus là. Là, c'est plus dans l'action, dans le sens où on là. comprend, c'est comme aujourd'hui, quand on va te pointer du doigt, on te dire l'Africain est comme ça, l'Africain comme ci. Nous, notre génération a compris que ce n'est plus notre rôle d'aller éduquer à savoir ce que tu penses de qui est vraiment l'Africain. Dans le sens où on est en 2025, si tu veux vraiment te faire une idée, que ce soit sur l'Africain, parce qu'aujourd'hui on parle de l'Africain, et donc c'est sur ça que je vais parler, c'est ton choix. On est aujourd'hui dans une ère où quand tu te fais une idée sur quelque chose, c'est parce que tu le décides inconsciemment ou consciemment. Et cette inconscience ou cette conscience, en tout cas pour ma génération, si je peux me permettre de le faire aujourd'hui, c'est qu'on est conscient de ça. Vous avez parlé de tout le monde. Personne n'a parlé du peuple. Donc voilà. Vous avez parlé des gens, de Tshisekedi, de Fayulu. Hein? Personne n'a parlé du peuple congolais. C'est ça. Qui est le peuple congolais? Où il en est? Où est-il? Quelle est sa maturité? Quelle est sa connaissance de tous ces phénomènes? Est-ce qu'il a compris? Le problème, il est là. Ce qui est important, c'est to break down. Quels sont les éléments derrière le problème? Mais par contre, la question pour laquelle moi, je trouve qu'on attend encore la réponse, c'est qu'en étant quand même conscient maintenant de ce qu'on peut faire, il y a aussi cette réalité où, comme je disais, si demain on te donne les meilleures graines du monde pour pouvoir planter l'arbre avec le meilleur fruit, si on le met dans une terre qui reste quand même aride, il faut s'occuper de la terre. Comment fait-on? Il faut s'occuper de la terre. Et donc aujourd'hui, quels sont concrètement, avec tout ce savoir, parce que ça c'est notre richesse, le fait de vous avoir là aujourd'hui, le fait que vous ayez œuvré auprès de ces activistes qui nous permettent aujourd'hui, nous, d'avoir la possibilité de parler et de nous exprimer, ça on peut pas l'oublier. C'est le plus gros cadeau qu'on nous donne. Mais maintenant, concrètement, ce qu'on fait pour pouvoir ratisser justement la terre et simplement. Mais non, c'est la question. Je fais une conférence le 2 août là-dessus, sur les tourments africains, le traumatisme africain, la recherche des valeurs africaines, l'éducation et la formation. C'est la base, hein, ce que dit Laetitia. Éduquer, former, en se mettre. Non, Monsieur Kader, je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît. L'expérience que j'ai avec la jeunesse actuelle, vous pouvez faire mieux. Aujourd'hui, quand vous voyez la jeunesse africaine, il n'y a que peut-être au Sénégal que je vois de jeunes gens se révolter
occuper certains vraiment événements. Ici, en Europe, les gens passent leur temps à faire des conférences, on voit, ils ont étudié. Vous savez, je vous dis quelque chose. Vous prenez un pays comme la RDC. Mobutu a fait des Chege et les moineaux. Kabila arrive, il fait des Kuluna et les Ujana. Et puis les bombés. Et les kidnappeurs. C'est-à-dire que tout le pouvoir en Afrique, surtout au Congo, ont créé une jeunesse pour que la jeunesse ne s'imprègne pas. Ce que je voudrais aussi vous demander, vous jeunesse, j'ai comme l'impression, vous savez tout à l'heure, vous nous avez régné, vous avez dit que vous êtes écrivain. J'ai dit, alors s'il est écrivain, il va passer son temps à écrire seulement des livres, mais la vérité au Congo, personne ne sait. Vous savez, c'est grâce à moi que la jeunesse congolaise sait qu'aujourd'hui, notre pays, la République démocratique du Congo, j'assume ici, n'a pas d'hymne national. Le Congo n'a pas d'hymne national valable. Et les drapeaux actuels du Congo n'est pas les drapeaux de la République démocratique du Congo, c'est les drapeaux des assassins de Patrice Lumumba. Bon, vous comprenez? Et ça, la jeunesse a besoin. Vous ne pouvez pas, quand vous n'avez pas ça, vous ne saurez pas diriger l'Afrique. Je suis désolé, j'assume. On arrive à la fin de ce On est déjà arrivé, hein. Ouais, c'est fini. Madame Laetitia, je vous parle franc. La RDC n'a pas d'hymne national valable. La preuve en est que quand vous allez dans des manifestations des Congolais, vous allez voir en Belgique les drapeaux de Mobutu et les drapeaux actuellement. Les drapeaux actuels, on l'a fait le 1er août 1964 par le chef de l'État, Joseph Kasavubu, Premier ministre, s'il vous plaît, Moïse Tchombe Godefroid Monongo. 3 noms qui sont nés dans l'assassinat de Lumumba. Les drapeaux actuels, c'est pas les... ça, ce n'est pas les drapeaux du Congo. Et quand vous dites ça, vous aurez des problèmes, j'assume. Non, c'est bien, c'est très bien. Je suis très fier d'avoir reçu 2 grands Congolais, l'humorbiste, l'écrivain et l'homme d'affaires. On reviendra sur ce plateau parce que la République démocratique du Congo fait partie de nos biens les plus précieux. Donc on reviendra en parler. Et il faudrait la génération Ousmane Sonko en République démocratique du Congo, ce sera le mot de la fin. Il faut que ces jeunes Congolais prennent conscience, comme Ousmane Sonko et Bassirou l'ont fait, pour que la chose change, pour que les choses changent, pour que la République démocratique du Congo retrouve enfin un bond en avant. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.